Sous le volcan de Songandi, l'inattendu surgit d'un seul bloc et le pays change d'échelle en un instant. Près de 500 millions de Kahara font miroiter des recettes nationales multipliées par 10 en 5 ans, tout en réactivant la peur classique d'une malédiction des ressources. Que devient votre quotidien si Ibrahim Traoré choisit la vitesse ou la retenue, alors que pressions étrangères et rivalités internes s'installent déjà autour de la promesse, car derrière l'Eldorado annoncé, les premiers rapports s'évoquent jusqu'à 40% de biodiversité locale en moins. Et c'est là que tout bascule. La découverte de Songandi n'est pas seulement une annonce spectaculaire, c'est une promesse chargée d'enjeux immédiats et durables. Elle concentre en un point unique des attentes économiques, sociales et politiques longtemps dispersées et force désormais chaque acteur à se positionner. Pour l'État, l'enjeu de transformer une abondance théorique en bénéfice réel sans perdre le contrôle du tempo décisionnel. Pour les citoyens, la promesse se mesure à l'aune du quotidien, à travers les revenus, les services publics, la sécurité et la stabilité. Pour les partenaires extérieurs, Sankandi devient un signal stratégique qui redéfinit la place du Burkina Faso dans les équilibres régionaux. Ce qui se joue ici est simple à formuler mais complexe à maîtriser. Une richesse soudaine peut améliorer concrètement les conditions de vie ou au contraire fragiliser des équilibres déjà précaires. La tension naît du décalage entre l'urgence des attentes populaires et la lenteur nécessaire à une gouvernance prudente. Songandi impose donc un choix collectif: privilégier la rapidité au risque de dérive ou accepter la retenue au prix d'une impatience croissante. Près de 500 millions de Carrara reposeraient sous le volcan de Sangandi, un chiffre validé par plusieurs analyses satellitaires et expertises scientifiques croisées qui fait basculer le Burkina Faso dans une autre catégorie d'attente. Cette confirmation transforme une hypothèse géologique en certitude stratégique et modifie instantanément la manière dont le pays est perçu à l'intérieur comme à l'extérieur. Avant cette révélation, l'économie nationale évoluait dans un cadre de rareté, marqué par la prudence budgétaire et des marges de manœuvre limitées. Après Songandi, l'horizon s'élargit brutalement. Les ingénieurs locaux, confrontés à des interférences inhabituelles, comprennent progressivement qu'il ne s'agit pas d'un artefact technique, mais d'une formation diamantifère d'ampleur exceptionnelle. Cette technique précède de peu une bascule politique lorsque les premières notes diplomatiques commencent à circuler et que des demandes de briefing affluent vers Ouagadougou. Le contexte dans lequel surgit Sangandi est déjà fragile. Le Burkina Faso fait face à des tensions sociales persistantes, à des vulnérabilités institutionnelles et à des pressions sécuritaires et régionales. L'abondance potentielle agit alors comme un amplificateur. Elle peut accélérer une trajectoire de transformation économique, mais aussi exacerber rivalités internes et appétits extérieurs. Les précédents africains, souvent cités, rappellent qu'une découverte spectaculaire n'est jamais neutre dans un tel environnement. C'est à ce moment précis qu'intervient Ibrahim Traoré. Sa décision de temporiser,
en mettant en place une commission nationale chargée d'évaluer théoriquement les implications économiques, sociales et environnementales, rompt avec des réponses plus impulsives qu'on a observées ailleurs. Cette approche méthodique vise à reprendre le contrôle du calendrier alors même que l'emballement médiatique et les diplomatiques s'intensifie. Songandi cesse ainsi d'être seulement un volume annoncé. Il devient un test de gouvernance. Dans la phase qui suit immédiatement l'annonce de Songandi, un rôle discret mais décisif émerge entre la décision nationale et ses effets locaux. Il ne s'agit ni des multinationales ni des chancelleries, mais de relais humains chargé de traduire une orientation politique en réalité tangible. Administrateurs, médiateurs communautaires et représentants techniques deviennent alors des acteurs clés d'une transition encore fragile. Autour du volcan, les premiers changements sont visibles. Des équipes sont déployées pour sécuriser le périmètre et expliquer les mesures prises aux communautés riveraines. Cette présence, inhabituelle dans des zones longtemps marginalisées, modifie rapidement le climat local. Les tentatives de creusage informel ralentissent, les rumeurs reculent face à des informations officielles et l'excitation initiale laisse place à une attente plus structurée. Un habitant évoque le sentiment nouveau d'être inclus dès le départ dans un processus qui par le passé se décidait sans lui. À l'échelle nationale, les effets sont plus diffus mais tout aussi réels. L'annonce de futures publications de contrats et l'ouverture promise à la société civile enclenchent un regain de confiance prudent. Cette confiance reste conditionnelle, mais elle suffit à contenir dans un premier temps l'apparition de fractures poreuses et politiques immédiates. La souveraineté cesse alors d'être un principe abstrait pour prendre la forme d'un cadre protecteur perçu. Dans ce contexte, la ligne suivie par Ibrahim Traoré agit comme un signal de retenue. Elle montre que la trajectoire ne se joue pas seulement dans les kiffs et les deniers, mais dans la capacité à créer des points d'ancrage humain capables de transformer une découverte minière en stabilité sociale naissante. Avant Songandi, le Burkina Faso évoluait dans un régime de contraintes chroniques où chaque décision économique était calibrée par la rareté et l'urgence sociale. Après la confirmation du gisement, le pays entre brutalement dans une phase d'accélération où les événements s'enchaînent plus vite que les institutions ne l'avaient anticipé. La découverte agit comme un déclencheur. Elle fait basculer une question technique en enjeu politique majeur. En quelques heures seulement, la séquence s'ouvre dans les cercles scientifiques. Lorsque les géologues présentent leurs conclusions à la Commission nationale, ils confirment que les signaux détectés sous le volcan ne relèvent plus d'une anomalie instrumentale. Il s'agit d'un gisement diamantifère d'ampleur exceptionnelle. Cette validation change immédiatement la hiérarchie des priorités. La sécurisation du périmètre est ordonnée, les activités informelles sont suspendues et des évaluations croisées sont exigées entre experts locaux et équipes internationales. Le tempo s'accélère, mais reste encore maîtrisé. Vient ensuite la montée en tension. Les informations, d'abord contenues, débordent rapidement le cadre national. Des notes diplomatiques circulent, des ambassades demandent des briefings urgents et des analystes régionaux évoquent un possible point de bascule pour l'équilibre du Sahel. Le Burkina Faso, longtemps périphérique dans les grands flux miniers mondiaux, devient soudain un dossier stratégique suivi de près.
Les comparaisons avec d'autres régions diamantifères se multiplient en Inde, alimentant des attentes parfois déconnectées l'homme des capacités institutionnelles réelles du pays. Le point culminant intervient lorsque les images satellitaires et les estimations chiffrées sont largement diffusées auprès des institutions scientifiques et économiques. Cette exposition déclenche une onde de choc politique. Des multinationales formulent leurs premières offres de coopération. Certaines puissances étrangères sollicitent des entretiens discrets avec des conseillers proches du pouvoir. Des groupes d'intérêt cherchent à influencer le cadre avant même qu'un dispositif juridique stabilisé ne soit défini. L'espace médiatique se sature de récits opposés, oscillant entre promesses d'Eldorado et scénarios de déstabilisation. C'est dans ce moment de pression maximale qu'Ibrahim Traoré impose une ligne de rupture. Plutôt que de céder à la logique des négociations rapides, il maintient un refus clair des accords précipités. La priorité affichée reste la souveraineté sur les ressources et la maîtrise du calendrier décisionnel. Cette posture, perçue comme un frein par certains partenaires extérieurs, devient un marqueur politique fort à l'intérieur du pays. Les répliques internes ne tardent pas. Les citoyens réclament des explications. Les acteurs politiques interrogent la stratégie suivie et la société civile exige des garanties contre la corruption et les arrangements opaques. Les attentes sociales montent en parallèle des inquiétudes sur la capacité institutionnelle à absorber un changement aussi rapide. La séquence montre que la découverte n'a pas seulement révélé un gisement, mais enclenché une chaîne d'événements où chaque décision amplifie les suivantes. La vitesse elle-même devient alors un facteur de risque ou de stabilité. Avant Sangandi, les ressources minières occupaient une place marginale dans les équilibres budgétaires du Burkina Faso, avec des marges financières étroites et une dépendance élevée à des arbitrages prudents. Après la confirmation du gisement, les projections déplacent brutalement l'échelle de référence et redéfinissent ce que l'État peut envisager à court et moyen terme. Ce passage d'une économie de rareté à une abondance théorique constitue le premier choc quantitatif. Le premier chiffre structure tout le débat. Les analyses satellitaires évoquent un volume proche de 500 millions de carats sous le volcan de Sangandi. À cette échelle, le pays entre potentiellement dans le cercle restreint des détenteurs majeurs de diamants. Ce volume modifie la perception internationale du Burkina Faso et alimente des attentes économiques inédites. Il attire l'attention d'investisseurs, mais signale aussi une exposition accrue aux pressions extérieures. En quelques semaines, un territoire longtemps périphérique, ça devient un point focal des discussions minières régionales. Le deuxième indicateur concerne les finances publiques. Les projections initiales avancent que les recettes nationales pourraient être multipliées par 10 en 5 ans si l'exploitation atteint son plein potentiel. Cette perspective ouvre des marges budgétaires nouvelles pour l'éducation, la santé et les infrastructures. Elle exerce cependant une pression politique considérable. Absorber une croissance aussi rapide suppose des institutions capables de gérer des flux financiers
oui, massif, sans déséquilibre, ni capture par des intérêts particuliers. Donc le delta entre les recettes actuelles, l'OTATS et celles à les projeter devient ainsi un test de solidité institutionnelle. Le troisième chiffre introduit une contrainte majeure. Les premiers rapports environnementaux évoquent un risque allant jusqu'à 40% de biodiversité locale en moins en cas d'exploitation intensive. Cette estimation rappelle que l'abondance économique s'accompagne de coûts écologiques potentiellement irréversibles. Dans un espace déjà fragilisé par des pressions climatiques, ce delta environnemental pèse lourd dans l'équation décisionnelle. Il impose de considérer la valeur du gisement au-delà de sa seule rentabilité financière. Pris ensemble, ces trois chiffres créent en une tension structurelle. Ils dessinent un champ de possibles élargi, mais aussi un couloir de risques étroits. Les comparaisons internationales, et souvent évoquées, ne servent pas à prédire une trajectoire unique, mais à rappeler que des données similaires ont conduit ailleurs à des résultats opposés. L'abondance peut financer un développement durable ou accentuer des fragilités existantes. C'est dans ce cadre chiffré que la posture d'Ibrahim Traoré prend toute sa signification. En privilégiant des évaluations techniques approfondies et la transparence contractuelle, il cherche à ralentir l'emballement produit par les projections financières. La lenteur apparente devient un outil stratégique. Elle vise à empêcher que la dynamique quantitative ne se transforme en spirale incontrôlée où les chiffres dictent le tempo plutôt que la gouvernance. Les données associées à Sangandi ne livrent donc pas une promesse claire. Elles ouvrent un espace de choix contraint où chaque décision peut amplifier la stabilité ou précipiter un déséquilibre durable. La question centrale n'est pas ce que les chiffres te permettent d'espérer, mais ce qu'ils exigent en termes de méthode et de discipline collective. Deux interprétations solides structurent désormais le débat autour de Sangandi, et chacune mérite d'être exposée dans sa forme la plus cohérente avant toute conclusion hâtive. La première plaide pour une exploitation rapide. Ses partisans s'estiment que le Burkina Faso se trouve face à une fenêtre historique rare. Des centaines de millions de carats représentent, selon eux, une occasion unique de rompre avec des décennies de contraintes budgétaires et de dépendance extérieure. Les projections de recettes évoquant une multiplication par 10 des revenus nationaux en quelques années sont perçues comme un levier capable de financer infrastructures, systèmes de santé, éducation et création d'emplois. Dans cette lecture, retarder les décisions reviendrait à diluer l'avantage stratégique et à laisser des acteurs extérieurs influencer le processus de manière informelle. La rapidité devient alors une condition de souveraineté, non une menace. La seconde lecture adopte une prudence assumée. Elle s'appuie sur des précédents bien documentés en Afrique et ailleurs où des découvertes comparables ont débouché sur instabilité politique, corruption accrue ou fragmentation sociale. Les risques environnementaux identifiés, notamment la dégradation potentielle des écosystèmes locaux, renforcent cet argumentaire. Pour ce camp, l'enjeu n'est pas de savoir si la richesse existe, mais si l'État dispose des capacités institutionnelles suffisantes pour l'absorber sans se déséquilibrer. Une accélération mal maîtrisée pourrait exposer le pays à des pressions diplomatiques
durable et à une perte progressive de contrôle sur ses ressources. La réponse esquissée par la stratégie actuelle ne rejette ni l'un ni l'autre de ces arguments. Elle cherche à les maintenir en tension. En temporisant et en structurant le cadre décisionnel, Ibrahim Traoré tente de capter les bénéfices de l'abondance tout en limitant ses effets pervers. Cette approche reconnaît l'urgence sociale, mais admet voilà, que la précipitation peut produire des coûts irréversibles. L'équilibre recherché repose sur une idée simple. Transformer une richesse potentielle en bénéfice durable exige davantage de méthode que de vitesse. Un élément discret apparu lors des premières consultations nationales modifie l'équilibre du débat autour de Songandi. Une majorité des participants exprime son soutien à un contrôle national strict du gisement, à condition que la transparence et la redistribution soient clairement garanties. Ce résultat, peu spectaculaire en apparence, agit pourtant comme un révélateur politique. Il montre que l'opinion publique ne se polarise pas uniquement autour de la vitesse d'exploitation, mais autour des règles qui l'encadrent. Cette bascule intervient à un moment clé. Jusqu'alors, le débat opposait surtout urgence économique et prudence institutionnelle. Avec ce signal, une troisième ligne émerge. Avancer devient acceptable, à condition de ne pas perdre le contrôle. Ce déplacement du centre de gravité réduit la marge de manœuvre des acteurs favorables à des accords rapides et renforce la légitimité d'un calendrier décisionnel plus étiré. Dans ce contexte, la posture d'Ibrahim Traoré prend une dimension nouvelle. Sa méthode, parfois perçue comme une retenue excessive, trouve un appui populaire inattendu. Le pouvoir politique et partie significative de la population se retrouve temporairement aligné sur une exigence commune, transformer la promesse sans reproduire les dérives observées ailleurs. Cet alignement reste fragile, mais il agit comme un facteur de stabilisation dans une séquence marquée par de fortes pressions extérieures. Le point médian de Sangandi ne se situe donc ni dans un chiffre ni dans une annonce internationale. Il réside dans cette convergence provisoire entre autorité politique et attente collective qui redéfinit les termes du débat et conditionne les étapes suivantes. Les effets de Sangandi ne se limitent plus à l'annonce et aux projections. Ils se déclinent désormais en conséquences concrètes, différentes selon les acteurs concernés et permettent de mesurer comment une même découverte peut redistribuer les équilibres à l'intérieur du pays. Cette phase révèle que la valeur du gisement ne réside pas seulement dans son volume, mais dans la manière dont ses retombées sont organisées et perçues. Pour l'État, l'enjeu est d'abord institutionnel. La perspective de recettes accrues redéfinit les priorités budgétaires et renforce le poids du pouvoir central dans les négociations internationales. Elle offre une capacité nouvelle à planifier des investissements publics de long terme, notamment dans les infrastructures et les services essentiels. Mais cette visibilité accrue expose aussi les institutions à des pressions inhabituelles. La gestion du calendrier, la publication des contrats et le contrôle des flux financiers deviennent des tests permanents de crédibilité. Dans ce cadre, la ligne suivie par Ibrahim Traoré agit comme un cherchant à préserver la capacité de décision publique face à l'intensification des intérêts extérieurs. Pour les entreprises, nationales comme étrangères, Sangandi ouvre un champ d'opportunités contrasté.
Les acteurs locaux espèrent une intégration plus forte dans les chaînes de valeur à travers la logistique, la construction et les services techniques. Les la multinationales, de leur côté, perçoivent le gisement comme un actif stratégique majeur dans un marché mondial concurrentiel. Cette asymétrie crée une tension structurelle. Sans règles claires, les entreprises locales risquent d'être marginalisées. Avec un cadre strict et transparent, elles pourraient au contraire bénéficier d'un effet d'entraînement inédit dans l'économie nationale. Pour les ménages, l'impact se lit à travers les attentes du quotidien. L'idée que des revenus miniers puissent financer écoles, centres de santé ou réseaux routiers nourrit un espoir tangible. Cet espoir reste cependant conditionnel. Dans les zones proches du volcan, les inquiétudes liées aux terres, à l'environnement et à la redistribution demeurent bien fortes. La promesse d'une richesse collective coexiste avec la crainte de nouvelles inégalités. Son Gandhi devient ainsi un prisme à travers lequel se projettent à la fois amélioration possible et vulnérabilité persistante. À l'échelle régionale, enfin, la découverte modifie la position du Burkina Faso dans le Sahel. Un pays longtemps perçu comme périphérique gagne en visibilité stratégique. Cette évolution va renforcer son influence diplomatique, mais elle comporte aussi un risque de tension accrue si la gouvernance interne vacille. Les partenaires régionaux observent attentivement les choix opérés, conscients que leurs effets peuvent en dépasser les frontières nationales. Ces quatre niveaux dessinent une réalité commune. Songandi ne produit pas des bénéfices automatiques. Il redistribue les cartes, crée des attentes, et expose des fragilités. C'est dans l'articulation entre ces impacts, plus que dans la valeur brute du gisement, que se joue désormais la portée réelle de la décision politique. À partir des mêmes données de départ, Songandi ouvre trois trajectoires plausibles à court terme, chacune dépendant moins du volume du gisement que de la cohérence des choix politiques et institutionnels. Ces scénarios ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture pour comprendre les marges de manœuvre réelles. Le scénario intermédiaire, souvent considéré comme le plus probable, repose sur une ouverture progressive et encadrée. L'État engage des discussions avec un nombre limité d'entreprises minières internationales après la stabilisation du cadre juridique. Les investissements initiaux permettent de lancer des projets d'infrastructures et de créer des emplois dans des secteurs connexes. La souveraineté est partiellement préservée grâce à des contrats encadrés, mais le pays reste exposé à des pressions diplomatiques constantes. Les bénéfices deviennent visibles sans dissiper totalement les inquiétudes liées à la dépendance extérieure. L'équilibre tient, mais il demeure fragile et réversible. Un scénario plus favorable suppose une discipline institutionnelle élevée et continue. Le Burkina Faso conserve un contrôle strict sur l'exploitation, sélectionne ses partenaires selon des critères transparents et impose des normes environnementales contraignantes. Les revenus sont orientés de manière prioritaire vers l'éducation, la santé et les infrastructures locales, renforçant la cohésion sociale. Des audits réguliers et la participation active de la société civile limitent les dérives.
Cette trajectoire pourrait faire du pays une référence régionale en matière de gestion maîtrisée des ressources, mais elle exige une constance administrative rare sous forte pression. Le scénario le plus critique repose sur un repli excessif. L'État Hadi privilégie une exploitation quasi exclusivement nationale afin de préserver la souveraineté. Les capacités les capacités techniques limitées ralentissent cependant la mise en valeur du gisement. Les attentes sociales s'accumulent sans retombées rapides, alimentant frustration et tensions internes. Les relations diplomatiques se tentent, réduisant l'accès au financement et aux technologies. L'intention protège le principe de contrôle, mais faiblit la capacité d'action. Ces, trajectoires, ces trajectoires soulignent une leçon centrale. Aucun choix n'est exempt de risque. La variable décisive réside dans la cohérence entre prudence, transparence et inclusion. Penser en scénario permet de déplacer la question essentielle. Non pas quelle voie choisir, mais quelles conditions réunir pour éviter les bascules irréversibles. Au-delà des scénarios macroéconomiques, Sangendi commence à s'inscrire dans des trajectoires individuelles bien concrètes. C'est à ce niveau que la découverte cesse d'être abstraite et devient un repère pour mesurer la crédibilité des choix publics. Plusieurs groupes sociaux permettent de saisir comment une promesse nationale peut ou non se traduire en expérience vécue. Pour de nombreux ménages, l'annonce du gisement ouvre une perspective longtemps absente. L'idée que des revenus miniers puissent financer durablement des écoles, des centres de santé ou des réseaux routiers modifie les attentes quotidiennes. Cette projection reste toutefois prudente. Les souvenirs d'annonces passées, suivis de retombées limitées, entretiennent une réserve collective. L'espoir existe, mais il s'accompagne d'une vigilance accrue quant à la redistribution réelle des bénéfices et à la continuité des services publics. Chez les jeunes, majoritaires dans la démographie nationale, Songandi prend une signification différente. La découverte est perçue comme une opportunité potentielle d'élargir les horizons professionnels. Les promesses d'emploi, de formation technique et de projets entrepreneuriaux suscitent un optimisme mesuré. Cet élan demeure conditionné à l'inclusion effective des compétences locales dans la chaîne de valeur. Sans mécanisme clair d'accès et de formation, l'attente pourrait rapidement se transformer en désillusion. Les communautés vivant à proximité du volcan occupent une position singulière. Elles se trouvent à la fois au cœur de la promesse et de la vulnérabilité. Les inquiétudes liées aux terres, à l'environnement et aux déplacements potentiels y sont plus vives. Dans le même temps, la consultation précoce et la présence administrative renforcent le sentiment d'être enfin considérées comme des actrices du processus. Cette reconnaissance, encore fragile, joue un rôle stabilisateur non négligeable. À travers ces trois angles, une constante se dégage. L'impact de Songandi dépendra moins de la richesse annoncée que de la capacité à maintenir un lien crédible entre stratégie nationale et vécu quotidien. C'est dans cette continuité que se jouera l'adhésion durable. Transformer Songandi, ça levier
leur durable plutôt qu'en source de tension, suppose une architecture d'action claire, lisible et ordonnée dans le temps. Les éléments déjà présents dans la séquence permettent de dessiner une feuille de route pragmatique, centrée moins sur la vitesse que sur la cohérence des décisions. La première étape consiste à consolider durablement la commission nationale. Elle doit réunir institutions publiques, experts indépendants et représentants locaux avec un mandat explicite de validation technique, sociale et environnementale. Sa mission initiale est de vérifier l'ensemble des études disponibles avant toute négociation formelle. La publication régulière de rapports accessibles constitue ici un indicateur clé de crédibilité et de confiance. La deuxième étape porte sur le cadre environnemental. Avant l'ouverture de tout chantier, des normes contraignantes doivent être définies par les autorités compétentes en lien avec les scientifiques régionaux. Elles concernent la protection des sols, de l'eau et de la biodiversité. Leur respect strict, contrôlé par des audits indépendants, devient une condition non négociable de poursuite du projet. La troisième étape concerne la sélection des partenaires. L'État, appuyé par la Commission, qui est prêt, identifie un nombre limité d'acteurs capables d'apporter expertise et capacité technique. Une fois les règles juridiques stabilisées, les contrats sont rendus publics et assortis de clauses claires de souveraineté. Leur mise en œuvre est suivie par des mécanismes d'évaluation transparents. La quatrième étape organise la répartition des revenus. Les autorités définissent en concertation avec la société civile une affectation prioritaire vers l'éducation, la santé, les infrastructures et les programmes locaux. Un suivi budgétaire public permet de mesurer l'impact réel de ces choix dans le temps. Enfin, la cinquième étape repose sur la continuité du dialogue. Des consultations régulières, locales et nationales sont maintenues afin d'anticiper les tensions et d'ajuster les décisions. Dans cette séquence, la constance méthodique d'Ibrahim Traoré agit comme un fil conducteur, cherchant à transformer une promesse souterraine en bénéfice collectif mesurable. Dans les premiers jours qui ont suivi l'annonce, un habitant des environs de Songandi parlait d'une atmosphère suspendue, comme si le pays retenait son souffle face à une promesse trop vaste pour être immédiatement comprise. Ce motif traverse encore toute la séquence actuelle, mais il a changé de sens. Il ne s'agit plus seulement d'attendre une décision technique, mais de mesurer ce que cette attente révèle de la trajectoire collective engagée. Au cœur de cette tension prolongée, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un acteur de rupture spectaculaire que comme une figure de continuité. Sa posture, marquée par la retenue et la méthode, contraste avec l'emballement des projections et des discours extérieurs. Elle traduit un choix implicite: accepter le coût politique de la lenteur afin de préserver la cohésion sociale et la maîtrise du processus décisionnel. Dans un environnement saturé de promesses contradictoires, cette constance devient un repère. Dans les villages proches du volcan comme dans les centres urbains, une même interrogation circule. Si cette richesse existe réellement, à qui doit-elle profiter en priorité? La question, simple en apparence, relie les inquiétudes locales, les attentes sociales et les débats institutionnels. Elle rappelle que la valeur de Songandi ne se mesure pas uniquement en carats et ou en recettes projetées. L'atmosphère suspendue n'est donc pas un vide, c'est un moment de choix.
Et dans cet espace étroit, chaque décision pèse davantage que l'annonce elle-même. La découverte de Songendi n'écrit pas à elle seule l'avenir du Burkina Faso et elle ouvre surtout un espace de responsabilité partagée où les institutions, la société civile et les citoyens ordinaires influencent désormais la trajectoire collective. La richesse annoncée peut devenir un moteur de stabilité durable ou un facteur de tension prolongée selon la vigilance exercée à chaque étape du processus. Cette vigilance ne suppose pas des gestes spectaculaires. Elle commence par l'accès à l'information, par l'attention portée aux consultations publiques et par l'exigence de transparence dans les décisions prises. Elle se prolonge dans le soutien au cadre de gouvernance qui privilégie le long terme plutôt que le gain immédiat. Dans ce contexte, la cohérence affichée par Ibrahim Traoré ne peut produire d'effet durable que si elle s'inscrit dans une dynamique collective plus large, attentive aux signaux faibles autant qu'aux grandes orientations. Son Gandhi devient ainsi plus qu'un gisement. Il se transforme en symbole d'un choix de société, où la souveraineté ne se proclame pas, mais se construit par des pratiques ouvertes, contrôlées et inclusives. Chaque acteur, du riverain au décideur national, détient une part de cette construction. La question n'est donc pas seulement ce que cette richesse permettra de financer, mais ce qu'elle révélera de la capacité du pays à rester maître de ses décisions. Quelle place c'était c'est ça, là, ça, c'était vous occupé dans cette trajectoire en devenir?